Vous est-il déjà arrivé de sentir que tout ce que vous avez construit, pierre après pierre, pourrait vous être arraché par ceux qui prétendent vous aimer? Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un profitait de votre silence, de votre calme, pour prendre des décisions à votre place? Moi, je n'aurais jamais cru que ça puisse m'arriver. J'ai toujours été celle qui reste discrète, qui ne demande rien, qui essaie d'aider tout le monde. Mais un jour, j'ai réalisé que certains prenaient ma gentillesse pour une obligation. Et ce jour-là, j'ai dû faire le choix le plus difficile de ma vie. Je m'appelle Élise, j'ai 30 ans, et je vis à Dijon, dans l'est de la France. Je travaille comme assistante dans une petite entreprise qui organise des événements. Ce n'est pas un métier prestigieux, ni très bien payé, mais c'est honnête. C'est grâce à ce boulot que j'ai pu commencer à rêver d'avoir quelque chose à moi. Depuis mes 18 ans, quand j'ai quitté la maison de mes parents, j'ai appris à vivre avec peu. Je n'ai jamais été du genre à dépenser pour des futilités. Mes vêtements sont simples, mes sorties rares, et mes déjeuners souvent préparés à la maison avec ce qu'il y avait dans le frigo. Pendant que d'autres de mon âge changèrent de téléphone tous les ans, moi, je gardais le même modèle depuis 3 ans, parce qu'il fonctionnait encore. Et pour moi, ça suffisait. J'ai toujours aimé vivre dans le calme. Prendre soin de mon petit chez-moi, préparer une tisane, regarder la pluie tomber par la fenêtre. Alors que certains cherchent l'agitation, moi, je ne voulais que la tranquillité. Ma sœur aînée, Pauline, a toujours été tout le contraire. Bavarde, pleine d'énergie, toujours avec 1000 idées en tête. Depuis qu'on est petite, elle a toujours été au centre de l'attention. Quand je ramenais une bonne note, mes parents disaient « Bravo ». Quand c'était elle, ils organisaient une petite fête. C'est comme ça depuis toujours. Mais j'ai appris à ne pas attendre grand-chose. Sauf une chose dont je n'ai jamais fait de compromis. Ma liberté. Pendant 7 ans, j'ai économisé chaque centime. J'ai fait des tableaux Excel, noté chaque dépense, renoncé aux voyages, aux sorties, même à m'acheter de nouveaux vêtements. Tout ça pour un seul but. Acheter une petite maison, simple, mais qui serait à moi. Une maison où je pourrais m'occuper de mes plantes, marcher pieds nus, écouter de la musique douce sans que personne ne se plaigne. Un endroit où je pourrais respirer. Mon plan était d'économiser pendant 10 ans, mais à force de sacrifices, et grâce à quelques opportunités au travail, j'ai pu avancer plus vite que prévu. Quand j'ai vu que j'avais assez d'argent de côté, j'ai commencé à chercher des petites maisons autour de Dijon. Je voulais quelque chose d'un peu excentré, mais pas trop isolé. Un endroit où je pourrais arriver en bus ou à vélo, avec un petit air de campagne. Au début, je n'en ai parlé à personne, pas même à ma famille. Je voulais être sûre que tout était en ordre, que je pourrais acheter sans prêt, sans demander d'aide à quiconque. Mais comme on déjeunait toujours ensemble le dimanche, j'ai fini par me dire qu'il était temps de partager la nouvelle. Je pensais qu'ils seraient contents pour moi. Ce dimanche-là, quand je suis arrivée chez mes parents, ils étaient dans la cuisine, et Pauline était déjà là avec son mari, Didier, et leurs 2 enfants, Lucas et Zoé. Ils vivent dans un petit appartement en centre-ville, et ils se plaignent sans cesse du bruit, du manque d'espace, de l'ascenseur qui tombe toujours en panne. Ça faisait des mois que Pauline parlait de déménager, mais rien n'aboutissait. Elle disait que les maisons étaient trop chères, que les taux d'intérêt étaient trop élevés, que c'était impossible avec le salaire de Didier. Je me suis assise, j'ai aidé à mettre la table, et quand tout le monde était réuni, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai annoncé que je regardais des maisons, que j'allais peut-être bientôt acheter. Avant même que je finisse ma phrase, ma mère a reposé ses couverts d'un coup sec. Pauline m'a dévisagée, la bouche entr'ouverte. « Non, tu vas acheter une maison ?» a-t-elle demandé, les yeux écarquillés. J'ai hoché la tête avec un sourire. « Oui, une petite maison, rien que pour moi. Je cherche depuis le mois dernier. » Un silence pesant s'est installé. Ma mère a été la première à le briser. « Mais pourquoi tu n'as rien dit avant? On aurait pu t'aider à choisir. » J'ai pris une grande inspiration. « Parce que c'est un projet personnel, maman. Je voulais le faire seule. C'est mon rêve depuis toujours. » À ce moment-là, Pauline s'est redressée sur sa chaise et a dit d'un ton faussement léger mais direct, « Tu vas vraiment acheter toute seule? Sans penser à nous? Ce serait bien une maison un peu plus grande pour qu'on puisse venir le week-end. » Les enfants adoreraient courir dans un jardin. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Puis j'ai souri poliment et j'ai répondu « Je cherche quelque chose de petit, Pauline. C'est juste pour moi. Je ne prévois pas d'avoir des visites souvent. » Elle a laissé échapper un petit rire. « Oh, Élise, toujours dans ton monde à part. Une maison avec 3 chambres, ça ne change pas grand-chose. Et ce serait tellement bien pour les petits. » J'ai regardé ma sœur, puis mes parents. Ils n'ont rien dit, mais ils n'ont pas contredit non plus. À ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose derrière ces mots. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message de ma mère avec un lien vers une maison à Beaune, une ville pas loin. 4 chambres, 2 étages, un grand jardin. Elle a écrit « Parfaite. Même Pauline pourrait y passer les week-ends avec les enfants. » Mon estomac s'est noué. J'ai compris qu'il faisait déjà des plans, avec ma maison. Et c'est là que tout a commencé. Ce soir-là, après avoir lu le message, je suis restée à fixer mon téléphone pendant plusieurs minutes,
sans savoir quoi répondre. La maison était belle, c'est vrai, mais elle était trop grande, trop chère. Et surtout, ce n'était pas ce que je voulais. Et même si ça l'avait été, ce n'était pas une simple suggestion. C'était une tentative de m'imposer une décision toute faite. Et ça m'a dérangé plus que tout. J'ai essayé de répondre calmement. J'ai écrit que je remerciais pour l'idée, mais que je cherchais quelque chose de plus petit, 2 chambres maximum, simple et confortable. Ma mère a répondu par un simple « d'accord », suivi d'un emoji de visage triste. Je connais cet emoji. C'est celui qu'elle envoie quand elle veut que je me sente coupable. Et malheureusement, ça marchait toujours. 2 jours plus tard, Pauline m'a appelée. La conversation a commencé tranquillement. Les enfants, le boulot de son mari, la chaleur qu'il faisait. Mais en moins de 5 minutes, elle est passée au vrai sujet. « Élise, maman m'a parlé de la maison qu'elle t'a envoyée. Tu as vu comme elle est parfaite? Imagine les petits qui courent dans le jardin, qui plantent des tomates avec toi. On pourrait même y passer les vacances d'été. » Je suis restée silencieuse. Pauline parlait comme si cette maison lui appartenait déjà, comme si mon argent était une solution à ses problèmes. J'ai respiré profondément et j'ai répondu, le plus doucement possible, « Pauline, j'achète cette maison pour moi. Rien que pour moi. Ce ne sera pas un lieu de vacances. C'est l'endroit où je veux vivre, en paix. » Elle n'a rien dit pendant quelques secondes, puis elle a lâché une phrase qui a résonné dans ma tête toute la semaine. « Mais tu vas vivre toute seule dans une maison? À quoi ça sert, Élise? Une maison, c'est fait pour être partagé. » J'ai raccroché peu après. Sans me fâcher, sans hausser le ton, j'ai juste raccroché. Mais à l'intérieur, quelque chose bouillonnait. Ce n'était pas la première fois que Pauline essayait de s'approprier quelque chose qui m'appartenait. Et pour la première fois, j'ai commencé à me dire que ça avait peut-être toujours été comme ça, mais que je n'avais jamais osé le voir. Les jours suivants, d'autres messages sont arrivés. Ma mère m'envoyait des annonces de maisons toujours plus grandes. Mon père, qui se mêle rarement de quoi que ce soit, m'a envoyé un message vocal disant que je devais penser à la famille, que ma sœur traversait une période difficile et que c'était peut-être une occasion de vraiment aider. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai pris rendez-vous pour visiter une maison que j'avais repérée seule, cachée dans une rue tranquille d'un petit village près de Dijon. 2 chambres, un petit salon, un jardin juste assez grand pour planter et une clôture en bois. C'était simple, mais c'était tout ce que je voulais. La maison sentait le bois ancien et le soleil entrait par la fenêtre de la cuisine d'une manière magnifique. Le propriétaire, un monsieur adorable nommé monsieur Laurent, m'a raconté qu'il y avait vécu avec sa femme pendant plus de 40 ans. Elle faisait du pain tous les dimanches, a-t-il dit en souriant, et elle disait que la lumière de cette fenêtre était parfaite pour faire pousser du basilic. J'ai failli pleurer sur place. Ce n'était pas juste une maison, c'était un foyer, et c'était ce que je voulais construire. Le lendemain, j'ai fait une offre. J'ai appelé la banque, organisé les papiers, vérifié les documents. J'étais décidée. Et je n'en ai parlé à personne. Le dimanche suivant, pendant le déjeuner en famille, je suis restée silencieuse. Pauline parlait des enfants, mon père pestait contre la hausse des prix de l'électricité, ma mère servait le vin comme d'habitude. Quand on a fini le dessert, j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « J'ai acheté une maison ». La réaction a été exactement celle à laquelle je m'attendais. Silence, regard figé, cuillères en suspens. Pauline a parlé la première. « Tu as acheté? Tu as déjà signé ?» J'ai hoché la tête. « Oui. La semaine dernière. Je m'installe dans 15 jours. » Ma mère a posé une main sur sa poitrine. « Élise, pourquoi tu n'as rien dit? On attendait tous. On pensait que tu étais encore en train de réfléchir. » Mon père s'est penché en avant. « La maison de Pauline n'est toujours pas trouvée. Ça aurait pu être une occasion d'aider. » J'ai regardé tout le monde. Mon cœur se serrait, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. Je n'ai pas acheté une maison pour sauver qui que ce soit. Je l'ai achetée pour moi. Et elle n'est pas grande. Il n'y a pas de chambre, en plus. Elle me suffit. Pauline m'a fixée comme si j'avais trahi la famille. « Tu es égoïste, Élise. On attendait mieux de toi. » J'ai souri sans montrer les dents. Peut-être que le problème, c'est justement ça. Attendre de moi que je sois tout, sauf moi-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'ai une petite demande à vous faire. Si cette histoire vous touche, si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, abonnez-vous à la chaîne. C'est une façon simple de montrer que ce genre d'histoire mérite d'être partagée. Et dites-moi dans les commentaires. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de décider de votre vie à votre place? J'ai vraiment envie de savoir comment vous avez géré ça. Ce soir-là, après le déjeuner, je suis rentrée chez moi avec une sensation étrange. Ce n'était pas de la colère, pas de la tristesse non plus. C'était comme si je faisais mes adieux à une illusion. Pendant des années, j'ai cru que si j'étais gentille, serviable et discrète, ma famille me respecterait. Mais ce jour-là, j'ai compris que pour eux, je n'étais qu'une solution. Un plan B. La semaine suivante, j'ai commencé à emballer mes affaires. J'ai fait ça lentement, avec soin. J'ai mis mes livres dans des cartons, enveloppé les verres dans du papier journal, donné ce dont je n'avais plus besoin.
Chaque objet que je touchais me rappelait le chemin parcouru. Je me suis souvenu de la première fois où j'ai pris le bus toute seule pour aller travailler. Des semaines où je n'ai mangé que du pain et du fromage parce que l'argent manquait. De toutes les fois où je me suis dit non à moi-même, juste pour économiser un peu plus. Tout ça, maintenant, devenait un nouveau départ. Pendant que je rangeais, ma sœur m'envoyait des messages. Elle ne demandait pas comment j'allais. Elle ne disait pas « bonne chance » pour le déménagement. Non, elle posait des questions sur la maison. Il y a un grand jardin. C'est combien de mètres carrés? On peut mettre un lit d'appoint dans la deuxième chambre. Comme si elle n'avait pas encore compris que ce n'était pas pour elle. J'ai mis 2 jours à répondre. Et quand je l'ai fait, j'ai été directe. Pauline, la maison est petite. Je l'ai choisie pour moi. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et ce n'est pas juste que tu planifies quelque chose sans m'en parler. Elle a lu le message et n'a pas répondu. Le samedi, je suis retournée voir la maison, juste pour m'assurer une dernière fois avant le déménagement. L'ancien propriétaire avait déjà enlevé tous les meubles, mais l'odeur de pain flottait encore dans l'air. J'ai marché dans le salon vide, touché les murs, ouvert la fenêtre de la cuisine. Dehors, le jardin était un peu en désordre, mais je pouvais déjà voir où le soleil tombait le mieux, où je pourrais planter mes herbes, où je pourrais installer une petite table pour prendre mon café le dimanche matin. C'était simple. Et c'était parfait pour moi. Le lendemain, je n'ai pas été au déjeuner de famille. J'ai préféré passer la journée à peindre les murs de ma nouvelle maison. J'ai choisi une couleur claire, presque crème, qui rendait le salon lumineux. J'ai allumé la radio, enfilé un vieux t-shirt et peint tranquillement, sans me presser, en écoutant de la musique douce. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie légère, sans attente, sans regard, sans personne pour me demander si j'allais partager ce qui m'appartenait. Le lundi, ma mère m'a appelé tôt. Elle voulait savoir pourquoi je n'étais pas venue au déjeuner, disait que tout le monde était inquiet. J'ai répondu que j'étais occupée avec le déménagement. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit « Élise, il faut qu'on parle. Ta sœur est très blessée. Elle pensait que vous aviez un lien spécial. » J'ai serré le téléphone en essayant de rester calme. « Maman, ce que Pauline ressent, c'est de la blessure ou de la frustration parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, parce que jusqu'à maintenant, personne ne m'a demandé ce que moi, je voulais. » Ma mère n'a pas répondu. Elle a juste dit qu'elle espérait que je réfléchirais mieux, que j'avais peut-être encore le temps de faire ce qu'il faut. Mais à ce moment-là, je savais déjà, ce que je faisais était exactement ce qu'il fallait. Quand le déménagement a eu lieu, il m'a fallu 2 jours pour tout installer. Mon lit a trouvé sa place dans la chambre du fond, près de la fenêtre. J'ai mis mon bureau dans la petite chambre, où j'ai commencé à travailler dès le lendemain. Le salon est resté simple, avec un petit canapé et une étagère pour mes livres. Dans la cuisine, j'ai accroché un rideau en tissu clair, comme celui que l'ancienne propriétaire avait. Je voulais commencer à vivre là, à ma manière. Ce qui est curieux, c'est que même après le déménagement, ma famille n'a pas lâché. Pauline m'a écrit pour dire que les enfants voulaient voir la nouvelle maison de Tata Élise. Ma mère m'a envoyé une photo d'une armoire en disant qu'elle serait parfaite pour la chambre des petits quand ils viendront dormir. Mon père, d'habitude si discret, m'a appelé pour me dire qu'il était déçu par mon manque de sensibilité. J'ai tout écouté en silence, puis j'ai raccroché. Et j'ai bloqué leur numéro pendant quelques jours. J'avais besoin de silence. J'avais besoin de réapprendre à vivre sans me sentir coupable d'avoir choisi quelque chose pour moi. Cette semaine-là, j'ai rejoint un groupe de jardinage dans le quartier. J'ai rencontré des gens simples qui parlaient de terre, de taille des arbustes, de plants de romarin comme si c'était des sujets majeurs. Et ils l'étaient, parce qu'ils étaient vrais. J'ai commencé à discuter avec une voisine, Monique, qui m'a appris comment préparer le sol pour planter de la roquette et des carottes. Elle ne m'a jamais demandé pourquoi j'avais déménagé, ni ce qui se passait dans ma vie. Elle m'a juste traitée comme la nouvelle du quartier. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Les jours suivants, j'ai essayé de faire du pain pour la première fois. Il n'a pas bien levé, mais l'odeur était si bonne que j'ai ouvert toutes les fenêtres de la maison. J'ai senti que j'étais enfin chez moi. Les jours ont passé, et chaque détail que j'ajoutais à la maison semblait réorganiser une partie de mon histoire. Je n'étais pas pressée. Tout était fait avec soin. Je me réveillais tôt, faisais mon café, arrosais les plantes du jardin, puis m'installais dans mon petit bureau avec vue sur la rue pour travailler. C'était comme si j'avais enfin trouvé mon rythme. Je n'avais plus besoin de courir pour faire plaisir à qui que ce soit. Je n'avais plus besoin de me justifier. Je vivais, tout simplement. Avec le temps, j'ai fait connaissance avec d'autres voisins. La boulangerie du coin faisait un pain aux noix délicieux. La dame qui vendait des fleurs sur la place retenait mon prénom dès ma 2e visite. Au petit marché, j'ai commencé à discuter avec le gérant, qui me racontait comment le village avait changé ces dernières années. Tout était si simple, si authentique. Et j'ai réalisé à quel point j'étais fatiguée de vivre en me cachant intérieurement, juste pour satisfaire les autres à l'extérieur. Pauline continuait d'envoyer des messages, mais moins souvent. Une fois, elle a écrit « Les enfants ont demandé de tes nouvelles aujourd'hui. » Une autre fois, on est allé au parc et Zoé a dit qu'elle voulait planter une fleur comme Tata Élise. Ces phrases me touchaient. J'aime mes neveux. Je les ai toujours aimés. Mais l'amour ne justifie pas le manque de respect. Et malheureusement,
Pauline ne le comprenait toujours pas. Elle a toujours cru que, parce qu'on était sœurs, elle pouvait s'installer dans ma vie comme bon lui semblait. Et quand j'ai dit non, elle a réagi comme si j'avais brisé une règle qui n'existait que dans sa tête. Un matin de mercredi, ma mère a débarqué chez moi sans prévenir. Pas un message, pas un coup de fil. J'étais en train de laver la terrasse quand j'ai entendu la voiture se garer. Elle est descendue avec un sac et un air sérieux. « Je suis juste venue voir comment tu vas », a-t-elle dit. J'ai pris une grande inspiration, je l'ai laissée entrer. J'ai préparé une tisane, je l'ai posée sur la table de la cuisine et j'ai attendu. Elle a regardé autour d'elle, les meubles, les murs fraîchement peints, les plants près de la fenêtre. « C'est joli ici », a-t-elle dit. « Ça te ressemble ?» J'ai remercié. On était restés silencieuses un moment, puis elle a dit, d'une voix plus basse, « Tu sais que Pauline a des problèmes, hein? Leur appartement est de pire en pire. Et Didier risque de perdre son boulot. » J'ai hoché la tête. « Je sais, mais je ne peux pas vivre sa vie à sa place. » Ma mère m'a regardée avec des yeux tristes. « Ce n'est pas ce que j'attendais de toi. » J'ai respiré encore une fois. « Je sais, mais c'est ce que j'attendais de moi-même. Et maintenant, j'essaie de vivre avec. » Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste pris son sac et dit qu'elle partait. Je voulais juste voir de mes propres yeux l'endroit qui t'a éloigné de tout le monde. Et elle est partie. Et, aussi étrange que ça puisse paraître, je ne me suis 0,1 pas senti mal. Pour la première fois, j'ai senti que j'étais à ma place. Et qu'elle, même sans comprendre, commençait à le percevoir. Le samedi, je suis allée au marché du village acheter des légumes. Le marchand m'a appelé par mon prénom et m'a offert un bouquet d'herbes fraîches en cadeau. En rentrant chez moi, avec mon panier plein et le soleil qui caressait doucement mon visage, j'ai pensé à tout ce qui avait changé en quelques semaines. Avant, je vivais dans la peur de ce que ma famille pensait de moi. Maintenant, je me préoccupais de choisir le meilleur endroit pour planter du basilic. Ce soir-là, je me suis assise sur la terrasse et j'ai écrit dans un carnet « J'apprends à ne pas m'excuser d'exister à ma manière. » Ce n'était qu'une phrase. Mais elle est restée dans ma tête pendant des jours. J'ai aussi rencontré une nouvelle voisine, Sophie, qui travaillait comme couturière à domicile, confectionnant des robes sur mesure. On a échangé des recettes, des astuces pour le jardin. Un jour, elle m'a invitée à prendre un café chez elle. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un m'invitait sans rien attendre en retour, sans arrière-pensée. C'était juste un geste de gentillesse. Et à ce moment-là, ça représentait énormément pour moi. Un dimanche matin, alors que j'arrosais le jardin, j'ai vu une petite vélo s'arrêter devant le portail. C'était Zoé. Elle m'a vue, m'a fait un signe de la main et a souri. Pauline était juste derrière. Elle n'a rien dit. Elle attendait. J'ai marché jusqu'au portail et je l'ai ouvert. Zoé a couru vers moi, m'a enlacée par les jambes et a demandé « T'as planté des fleurs violettes, Tata ?» J'ai souri. « Oui, je l'ai fait. Tu veux voir ?» Elle a hoché la tête et est entrée. Pauline est restée sur le trottoir, silencieuse. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas invité Pauline à entrer. J'ai juste emmené ma nièce dans le jardin et je lui ai montré les fleurs. Puis, elle est partie. Et j'ai refermé le portail avec douceur. Ce n'était pas une réconciliation. C'était juste un moment, un petit instant de tendresse. Et j'ai appris à chérir ça. Après ce jour dans le jardin avec Zoé, les messages de Pauline se sont espacés. Je ne sais pas si elle a compris le message ou si elle s'est simplement lassée d'essayer. Mais pour la première fois depuis longtemps, le silence entre nous était paisible. Pas ce silence lourd de rancune, juste un silence. Et c'était agréable. J'avais besoin de cet espace pour réorganiser mes émotions. Je me suis mise à m'investir davantage dans le jardin. J'ai acheté de nouvelles graines, me suis renseignée sur les types de sols, appris à faire du compost. Je me suis inscrite à un club de lecture à la bibliothèque municipale où j'ai rencontré des gens qui, comme moi, recommençaient à zéro. L'une d'elles, Camille, une femme de 50 ans qui venait de divorcer après 25 ans de mariage, m'a tout de suite plu. On s'est regardé lors de la première réunion et c'était comme si on se connaissait déjà. On a commencé à discuter et un jour, elle m'a dit « On ne s'éloigne pas de sa famille par méchanceté. Parfois, c'est juste pour pouvoir respirer. » Et cette phrase m'a trotté dans la tête pendant des jours. Je n'avais pas coupé les ponts par vengeance. Ce n'était pas de la rancœur. C'était de la fatigue. La fatigue de toujours devoir céder, de ne jamais pouvoir choisir sans être jugé. Et maintenant que j'avais enfin choisi pour moi, on aurait dit que c'était impardonnable. Un jour, j'ai reçu un email de Pauline. Pas une réclamation, pas une demande. Elle racontait qu'elle cherchait un travail dans une autre ville. Elle disait qu'elle ne voulait plus dépendre de nos parents, qu'elle essayait de s'organiser. À la fin, elle a écrit « Je n'attends pas que tu répondes. Je voulais juste te le dire. Et te dire que j'essaie de faire les choses différemment. Je ne savais pas comment réagir. J'ai mis des jours à réfléchir à ce que j'allais écrire. Finalement, j'ai juste répondu « Je suis contente pour toi. Je te souhaite de trouver ta voie. » Après ça, il n'y a plus eu de message pendant un moment. Et c'était bien ainsi. La paix que je construisais était si fragile, si nouvelle, que le moindre faux pas pouvait tout briser. Alors, j'ai préféré garder une distance respectueuse,
une distance qui protège. Les semaines ont passé. Je commençais à me sentir plus sûre de mes choix. La maison portait mon odeur, mon désordre, mes coins préférés. J'ai réussi à faire un pain qui a enfin bien levé. J'ai peint un mur de la cuisine en bleu clair et accroché des photos d'enfance. Seulement celles qui me faisaient sourire. Celles où j'étais seule avec une glace à la main ou allongée dans l'herbe avec les cheveux en bataille. Des photos qui me rappelaient qui je suis, sans le poids d'être fille, sœur ou soutien. Juste moi. Un après-midi, Camille est passée chez moi. Elle avait apporté un gâteau aux pommes et voulait discuter. On s'est installé sur la terrasse avec 2 tasses de tisane et elle m'a parlé de son petit-fils, du livre qu'elle lisait, du boulot temporaire qu'elle avait décroché. Puis elle s'est tue, m'a regardée et a dit « Élise, je suis heureuse de t'avoir rencontrée. Tu me rappelles qu'on peut encore choisir la paix, même quand ça semble trop tard. » J'étais émue. La vie m'avait pris tellement, mais elle commençait à me rendre quelque chose sous des formes simples, mais sincères. De l'amitié, de la tranquillité, de la reconnaissance, et surtout, une vie où j'étais l'auteur de ma propre histoire. Le lundi suivant, ma mère m'a appelée. J'ai répondu parce que je sentais que je devais le faire. Sa voix était plus douce. Elle m'a demandé si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit que tout allait bien. Elle a hésité puis a ajouté « Ta sœur va déménager le mois prochain. Elle a trouvé un travail à Lyon. Elle dit qu'elle ne veut plus dépendre de personne. » J'étais surprise, mais je ne l'ai pas montré. « C'est une bonne nouvelle, » ai-je répondu. J'espère que tout ira bien pour elle. Après avoir raccroché, je suis restée à regarder le jardin. Les feuilles commençaient à tomber. L'automne approchait. J'ai pensé à la manière dont tout change, même quand on croit que rien ne bougera. Je n'aurais jamais imaginé que ma sœur quitterait la ville. Je n'aurais jamais cru que ma mère m'appellerait sans rien exiger. Et là, assise avec la brise fraîche sur mon visage, j'ai senti que, peut-être, tout prenait le bon chemin. Le samedi, j'ai été invitée à participer à la foire du village en tant que bénévole. On m'a placée au stand des tisanes et des épices. J'ai passé la matinée à expliquer aux visiteurs comment utiliser la menthe, faire une infusion de camomille et à vendre des sachets d'herbes séchées que j'avais cueillies moi-même. C'était simple, mais ça m'a donné un immense sentiment d'appartenance. Là-bas, personne ne me connaissait comme la fille de ou la sœur de Pauline. J'étais juste Élise, la fille des herbes. À la fin de la foire, une dame m'a remerciée en disant « Vous avez une façon de parler apaisante. Ça fait plaisir de discuter avec vous. » J'ai souri. Personne ne m'avait jamais dit ça, et j'ai réalisé que, pendant des années, j'avais essayé de prouver que j'étais forte, responsable, solide, alors qu'en réalité, je voulais juste être apaisante. Après la foire, je suis rentrée chez moi avec les pieds endoloris, mais le cœur léger. Je n'avais jamais passé autant de temps à parler avec des inconnus, et ça m'avait fait du bien. Voir des gens sourire, poser des questions avec curiosité, dire merci. C'était différent de l'obligation que je ressentais toujours au déjeuner du dimanche, où chaque conversation cachait une attente. À la foire, personne n'attendait de moi que je résolve quoi que ce soit. Et c'était libérateur. Le dimanche, j'ai passé la journée à me reposer, à écouter de la musique et à trier mes graines. J'avais déjà un coin avec du romarin, un autre avec de la menthe, et j'avais commencé à tester une rangée de lavandes. J'ai toujours aimé leur parfum et maintenant je pouvais en avoir dans mon propre jardin. J'ai aussi fait un gâteau au yaourt tout simple, et quand il a été prêt, je me suis assise sur la terrasse avec une part et un café. C'était un moment si paisible que j'aurais voulu arrêter le temps. Le lundi, j'ai reçu une lettre, une vraie lettre, écrite à la main, avec mon nom et mon adresse sur l'enveloppe. C'était de Pauline. Son écriture était nette, mais on sentait qu'elle était nerveuse en écrivant. Elle racontait qu'elle avait trouvé un travail à Lyon, comme assistante administrative dans une petite entreprise familiale. Elle avait loué un appartement modeste avec 2 chambres. Les enfants étaient excités par le déménagement, et elle, bien qu'effrayée, était déterminée à essayer. À la fin, elle a écrit « J'ai compris maintenant. Tu n'as jamais été égoïste. Tu étais juste fatiguée d'être oubliée. Pardon de ne pas l'avoir vue plus tôt. » J'ai tenu cette lettre dans mes mains un long moment. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai ressenti une émotion différente, comme si une vieille partie de moi était touchée avec douceur. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai rangé la lettre dans un tiroir de mon bureau et j'ai continué ma vie, parce que j'avais compris qu'il n'était pas nécessaire de tout résoudre d'un coup, ni de pardonner immédiatement, ni d'oublier ce qui m'avait fait souffrir, mais je pouvais avancer avec légèreté. À la fin de la semaine, Camille m'a invitée à dîner chez elle. Elle voulait fêter le nouvel emploi de son fils et m'a conviée avec 3 autres amis du club de lecture. La table était simple, mais pleine de plats savoureux et de conversations agréables. À un moment, Camille a levé son verre et a dit « À tous ceux qui, un jour, ont dit assez et ont tout repris de zéro. » Tout le monde a trinqué en souriant. Et là, j'ai senti que j'appartenais à cet instant. Pas parce que quelqu'un m'y avait placé, mais parce que je m'étais permis d'y être. En rentrant chez moi, il faisait nuit. Le ciel était clair, rempli d'étoiles. J'ai marché lentement dans la rue, écoutant mes propres pas, le chant des grillons, le vent dans les feuilles. Quand je suis arrivée,
J'ai laissé la lumière de la terrasse éteinte et je suis restée là, dans l'obscurité, à sentir la nuit passer. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Pendant longtemps, j'ai vécu avec la peur de perdre l'amour des autres si je disais non. Mais maintenant, après tout ça, je comprenais que l'amour qui exige des sacrifices constants, sans respect, n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Un jour, j'ai vu une notification sur mon téléphone. Une publication d'une amie commune avec ma sœur. Une photo de Pauline avec les enfants dans leur nouvel appartement, souriant au milieu de cartons ouverts, avec la légende « Nouvelle étape, nouveau chez nous ». Pour la première fois, j'ai regardé cette image sans culpabilité. Ce n'était pas de la jalousie ni de la tristesse. C'était juste un regard distant, celui de quelqu'un qui soutient de loin, sans s'effacer pour autant. La semaine suivante, j'ai reçu une enveloppe au travail. C'était de la mairie. Ils avaient approuvé ma demande d'utiliser une partie de mon jardin comme potager communautaire. J'avais presque oublié que j'avais soumis ce projet, mais j'étais tellement heureuse que j'ai appelé Camille sur le champ. Elle a ri et m'a dit « Tu vois, tout arrive au bon moment. Maintenant, tu vas apprendre aux autres à planter aussi. » Et j'ai aimé l'idée. Pas seulement d'enseigner, mais de partager à ma manière, à mon rythme, sans que personne ne me force. J'ai passé le week-end à organiser le potager, à nettoyer le terrain, à ranger les outils. Quelques enfants du quartier se sont approchés, curieux. L'un d'eux, Louis, qui devait avoir 9 ans, m'a demandé s'il pouvait aider. Je lui ai tendu une petite pelle et j'ai dit « Bien sûr, mais ici, on creuse doucement et avec soin. » Il a souri. Et moi aussi. Plus tard, j'ai reçu un email de l'école du village, qui invitait les habitants avec des potagers à participer à une activité éducative avec les élèves. Ils voulaient que je montre comment planter des herbes et des légumes. J'ai accepté sans hésiter. Pas pour me mettre en avant, mais parce que j'ai réalisé que j'avais maintenant quelque chose de précieux à partager, la paix. La semaine de la visite des enfants, je me suis levée tôt, j'ai tout préparé avec soin et installé une table dans le jardin avec des graines, des étiquettes colorées et des petits pots recyclés. Quand les élèves sont arrivés, accompagnés de 2 enseignantes, mon cœur battait fort. Ils sont descendus du bus en riant, curieux, pleins de questions. C'était la première fois que je me mettais devant un groupe, que je parlais à voix haute de quelque chose que j'avais construit, et c'était incroyable. J'ai expliqué comment planter du basilic, de la menthe, de la lavande. J'ai montré comment prendre soin de la terre, comment savoir quand elle a besoin d'eau. Certains se sont salis avec la terre, d'autres ont demandé à ramener des plants chez eux. À la fin, une des enseignantes est venue me voir et m'a dit « Vous avez un don avec eux. C'était magnifique à voir. » J'ai remercié, un peu gênée, sans trop savoir quoi dire. Tout ça était encore nouveau pour moi. Mais je commençais à croire que je pouvais, oui, m'épanouir dans d'autres rôles. Pas seulement comme fille, sœur ou employée, mais comme quelqu'un qui crée, partage et construit. Les jours suivants, j'ai reçu des petits mots écrits à la main par certains enfants. L'un d'eux disait « Merci de m'avoir appris à planter. Maintenant, je veux un jardin comme le vôtre. » J'ai scotché tous ces mots sur le mur de mon petit bureau. C'était comme un rappel que, quand on se respecte, le monde commence à nous respecter aussi. Un après-midi, j'ai reçu un message de Pauline. Pas une exigence, pas une demande, juste une photo. Elle et les enfants devant leur nouvelle école, souriant, avec la légende « Première semaine à Lyon ». J'ai regardé cette image un moment. J'ai repensé à tout ce qu'on avait traversé, à ce qui avait été dit, à ce qui était resté enfoui. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose proche du pardon. Pas parce qu'elle avait complètement changé, mais parce que j'avais assez changé pour ne plus porter ce poids. Je n'ai pas répondu à la photo. Mais ce jour-là, j'ai écrit une lettre, simple, avec peu de mots. Je vous souhaite d'être heureux là-bas. Quand Zoé voudra planter des fleurs, fais-moi signe. La porte du jardin est ouverte, si elle frappe doucement. Je l'ai envoyée par la poste, sans attendre de réponse. Camille est passée chez moi avec 2 plants de tomates. Elle disait qu'ils étaient en trop dans son potager. Pendant qu'on plantait ensemble, elle m'a dit « Tu ne t'en rends pas compte, Élise, mais tu deviens une référence ici. Tout le monde parle de ton jardin, de la foire, de l'activité avec les enfants. La paix que tu as créée se propage. » J'ai souri. Je n'aurais jamais imaginé que ça arriverait. Et le plus beau, c'est que ça ne s'est pas fait avec un effort forcé. C'était juste en vivant à ma manière. À la fin du mois, j'ai reçu une invitation de la mairie. Ils voulaient que je participe à une table ronde avec d'autres habitants sur le thème « Comment transformer de petits espaces en grands changements ». C'était symbolique. J'ai accepté. J'y suis allée, je me suis assise à côté d'autres femmes qui, comme moi, avaient tout repris de zéro. Chacune avec son histoire, ses douleurs, ses victoires. J'ai raconté un peu de la mienne. Je ne suis pas entrée dans les détails sur ma famille, les disputes, les silences. J'ai juste parlé de ce que j'avais appris. Que parfois, le plus dur n'est pas de dire non, c'est de tenir ce non quand on essaie de vous faire revenir en arrière. À la fin de la discussion, une dame aux cheveux blancs m'a dit « Vous avez du courage. » Et ce courage va inspirer plus de monde que vous ne le pensez. Ça m'a touchée. Pas parce que je me trouvais courageuse, mais parce que, pendant longtemps,
Je pensais que le courage, c'était crier, s'imposer, se battre. Et maintenant, je comprenais que parfois, le courage, c'est se taire, reculer et choisir sa paix, même si personne ne le comprend. Un dimanche après-midi, je me suis assise seule sur la terrasse avec une tasse de tisane. Il faisait frais, mais le ciel était dégagé. J'ai regardé le jardin et j'ai vu les premières petites fleurs de lavande s'ouvrir. Elles avaient poussé lentement, timidement, mais solidement. Exactement comme moi. J'ai pris le carnet où j'écris mes pensées et j'ai noté « La vie n'a pas besoin d'être bruyante pour être belle. Parfois, tout ce qu'elle demande, c'est de l'espace. » Et j'avais trouvé le mien. Camille est passée plus tard avec une part de tarte aux poires et m'a dit qu'une nouvelle voisine venait d'arriver dans le quartier. Elle voulait qu'on aille lui souhaiter la bienvenue ensemble. J'y suis allée. J'ai apporté un petit pot de menthe. La voisine Nadia a souri, nous a remerciés et nous a invités à entrer. On s'est assises, on a pris une tisane, on a ri de choses simples. Et j'ai pensé, comme c'est bon de pouvoir entrer quelque part sans avoir à se justifier, sans porter d'étiquette ou d'attente. L'hiver est arrivé, les jours se sont raccourcis, le soleil se faisait plus rare et le vent semblait plus sérieux. Mais ma maison restait un lieu de chaleur, pas à cause du radiateur, mais grâce à la tranquillité que je ressentais chaque fois que je fermais la porte derrière moi, en sachant qu'à l'intérieur, tout était à ma manière, sans exigence, sans bruit, sans personne attendant de moi plus que je ne pouvais donner. Le jardin n'était plus aussi fleuri qu'au printemps, mais je le trouvais toujours beau. Les feuilles mortes par terre me rappelaient que même ce qui tombe a de la valeur. Chaque semaine, je balayais la terrasse avec calme, sans hâte, en réfléchissant à la vie. Un jour, pendant que je nettoyais, Zoé est réapparue, seule. Elle tenait une petite lettre écrite au crayon de couleur. « Tata, je veux planter des violettes. » En lisant ça, mon cœur s'est serré. Je me suis baissée, je l'ai serrée doucement dans mes bras et lui ai demandé si sa mère savait qu'elle était là. Elle a dit que oui, qu'elles étaient en visite dans la ville et que Pauline l'avait autorisée à venir si elle frappait doucement à la porte. On a planté des violettes ce jour-là, toutes les deux. On n'a pas parlé du passé. On a juste parlé de couleurs, de terre, de fleurs. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Un moment léger, un échange silencieux, et le temps fait le reste. La semaine suivante, j'ai reçu une autre lettre, de ma mère cette fois, courte, directe. Elle disait « J'ai vu la photo du potager avec les enfants de l'école. Je suis fière. Je n'ai pas tout compris de ce que tu as fait, mais je commence à l'accepter. Ça suffisait. Je n'avais pas besoin de plus. Le reste viendrait avec le temps, ou peut-être pas. Mais je savais maintenant que ce n'était pas à moi de tout réparer. J'avais fait ma part. Avec l'approche des fêtes de fin d'année, la mairie a organisé une petite célébration pour les habitants qui avaient participé à des projets communautaires. J'ai été invitée à raconter mon expérience avec le potager. Je suis montée sur une petite scène, le cœur battant, mais avec des mots clairs. J'ai dit que tout avait commencé par l'envie de prendre soin de quelque chose qui m'appartenait. Et qu'en chemin, j'avais découvert que prendre soin de soi est la première étape pour pouvoir prendre soin des autres. On m'a applaudi debout. Pas parce que mon discours était grandiose, mais parce qu'il était vrai. Et de nos jours, ça veut déjà dire beaucoup. En rentrant, Sophie m'attendait avec un paquet. C'était un tablier brodé de fleurs qu'elle avait cousu elle-même. « Pour quand tu seras dans ton potager ?» a-t-elle dit en souriant. Je l'ai serré fort dans mes bras. Je n'ai rien dit. Parfois, la gratitude n'a pas besoin de mots. La veille de Noël, je suis restée chez moi, seule, par choix. J'ai préparé une soupe chaude, allumé des bougies et écrit des cartes de remerciement pour les gens qui avaient fait partie de ma nouvelle vie. J'en ai écrit pour Camille, pour Sophie, pour le monsieur du stand d'herbe, même pour le facteur qui me livrait toujours mes colis avec un « bonne journée », je n'ai pas écrit à ma famille. Pas par rancune, mais parce que ce n'était pas encore le moment. Peut-être un jour, ou peut-être jamais. Et c'était OK. Le matin de Noël, j'ai déposé les cartes dans les boîtes aux lettres des voisins. Puis je suis rentrée, je me suis assise sur la terrasse, et j'ai regardé le jardin silencieux, attendant la première fleur d'hiver. C'est là que j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé en moi. Ma maison n'était plus seulement un lieu. C'était un symbole. Un espace conquis avec effort, silence, et des choix difficiles. Et maintenant, elle était à moi, vraiment, entièrement. À bientôt pour la prochaine vidéo.